Tony Stark est très certainement l'un des Avengers les plus importants. Au sein du MCU, il est à l'initiative de nombreux projets et de nombreuses intrigues. Génie, playboy, philanthrope, milliardaire et super-héros, je crois qu'ici on le connaît tous, et qu'il est inutile de le présenter plus que ça. Sa présence dans l'univers Marvel est si importante qu'il y a de quoi se demander ce qu'il se serait passé si il n'avait pas été là lors de moments clés. Et c'est exactement ce à quoi on va essayer de répondre en répondant à la question « Et si Iron Man était mort à la fin d'Avengers 1 ?» Tout d'abord, remettons les choses dans leur contexte. Nous sommes en 2012 et Loki, le frère de Thor, est sur le point d'envahir la Terre avec les armées Chitauri. Les Chitauri fondent sur la Terre depuis un portail spatial que Loki a pu créer à l'aide du Tesseract. L'invasion se révélera finalement être un échec grâce au dévouement de Tony Stark qui a réussi à rediriger une bombe en direction du vaisseau mère des Chitauri. Tony, alors en chute libre, parvient de justesse à rejoindre la Terre avant que le portail ne se ferme sur lui. Bien que blessé, Tony survit à cette terrible chute. Imaginons donc maintenant que Tony n'ait pas survécu et qu'il ait donné sa vie pour sauver la Terre de l'invasion. Prenons les choses dans l'ordre chronologique et voyons ce que ça change pour Iron Man 3. Le gouvernement américain fait donc face à une nouvelle menace, un terroriste se surnommant le Mandarin. Les États-Unis veulent rassurer la population, en leur montrant qu'ils peuvent gérer eux-mêmes cette menace. C'est ainsi que le colonel Rhodes, War Machine, reçoit donc ses ordres par le gouvernement pour arrêter le terroriste. War Machine se fait symboliquement renommer Iron Patriot. En parallèle, Aldrich Killian, alors en recherche d'investisseurs, présente son entreprise AIM à Pepper Potts. Sans l'ombre de Tony Stark pour l'en dissuader, elle se fait séduire par la proposition de Killian, qui se trouve désormais beaucoup plus avenant et charmeur qu'il ne l'était autrefois. Elle accepte de l'aider à financer et développer ses projets. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que Killian est en réalité la personne qui manigance les actions du Mandarin. Les pseudo-attentats du Mandarin ne sont qu'une façade pour justifier les expériences ratées de son super sérum, qui se finissent souvent de façon explosive. James Rhodes se fait justement piéger par Killian en se rendant dans une fausse planque du Mandarin. Comme dans le film, Rhodes parvient à s'échapper, mais ne dispose plus de l'armure, alors tombée aux mains du faux groupe terroriste, et donc de Aldrich Killian. Grâce à l'armure nouvellement acquise, Killian ordonne à son bras droit, Eric, de kidnapper le président des USA. Maintenant le président en sa possession, Killian veut le faire tuer en direct à la télévision, afin de pouvoir mettre le vice-président Rodriguez, avec qui il complote dans l'ombre, au pouvoir. Il a pu manigancer tout ceci avec le vice-président, en lui promettant que son sérum permettrait à sa fille de retrouver l'usage de ses jambes. Sans Iron Man et sans son Iron Legion pour intervenir, personne ne peut se mettre en travers du plan d'Aldrich Killian. Attends, James Rhodes, privé de son armure, ne peut rien y faire. Le président des États-Unis se fait tuer, et le vice-président Rodriguez prend sa place au pouvoir. Killian contrôle désormais le plus puissant dirigeant de l'Ouest, ainsi qu'une organisation terroriste factice. Il a le pouvoir de créer l'offre et la demande pour son super sérum, qu'il compte bien mettre en vente. Rhodes est marqué par son échec, il a failli à sa mission. Sinon, que font les Avengers pendant ce temps ? Tout ceci nous amène donc aux événements de Thor 2. Thor The Dark World, dont on se fiche un peu dans notre histoire, ne se trouve pas vraiment impacté par nos changements, donc eh bien, comme le film, on s'en fout. L'intrigue de Captain America The Winter Soldier ne change pas beaucoup non plus. Le Shield se retrouve aussi gangréné par Hydra depuis des années. Captain America et son équipe mettent ce complot à jour et arrivent à empêcher leur diabolique plan de purification de masse selon des critères plus que douteux. Bref, à l'issue du film, Captain America apprend de la même façon que Bucky est encore en vie, et le Shield se fait aussi démanteler. Ce qui change, c'est qu'en parallèle, le gouvernement américain de Rodriguez, et par extension l'entreprise AIM de Killian, obtiennent encore plus de contrôle avec la disparition du Shield, une organisation extra-gouvernementale. Il ne reste maintenant que dans leurs pattes l'organisation des Avengers, dont ils cherchent un moyen de se débarrasser. Inchangé, on va pas nous refaire l'histoire, c'est la pareil. Voilà qui est mieux. A l'instar du film original, les Avengers sont dépêchés en mission afin de récupérer le sceptre de Loki, alors au sein d'une base d'Hydra. Cette fois-ci, et à défaut d'Iron Man, c'est Thor qui, à l'aide du puissant Mjolnir, se chargera de désactiver le bouclier énergétique entourant la base. Alors à l'intérieur du château, Captain America fait face au Maximoff, à Wanda et Pietro Maximoff, qui lui donnent une bonne petite leçon avant de prendre la fuite et de laisser le sceptre de Loki derrière eux. Ils savent très bien que jamais ils ne pourraient faire face aux Avengers dans leur entièreté. Les Avengers s'emparent donc du sceptre et le ramènent à leur base. Bruce Banner effectue de nombreuses analyses scientifiques sur le sceptre avant de le remettre à Thor. Mais a raison.
Et oui, sans Iron Man, pas de création d'Ultron. Ainsi, et comme il en avait l'intention originellement dans les films, Thor regagne Asgard, en compagnie du Sceptre, et place ce dernier en sécurité dans la salle d'Odin, à côté du Tesseract. Sur Terre, les Avengers sont toujours à la poursuite des Maximoff, toujours en liberté. En réalité, Wanda et Pietro se trouvent en Sokovie, en train d'aider le peuple. Les Avengers les retrouvent, et se rendent finalement compte qu'ils ont un but commun, aider et protéger les gens. Les Maximoff voulaient se venger de Stark, mais Stark n'est plus, et c'est ainsi qu'ils se rallient à l'équipe des Avengers. En parallèle à cela, Killian a réussi à stabiliser son super sérum, grâce aux apports technologiques de Stark Industries, avec qui il avait passé un deal. Il convainc donc le gouvernement américain de s'équiper chez lui et d'utiliser ses super soldats pour venir à bout du terrorisme du mandarin. Une opération fructueuse car, après seulement quelques jours de mise en service, les soldats de l'AIM ont retrouvé et tué le mandarin. Ils en profitent pour récupérer en même temps l'armure de Iron Patriot. Pas compliqué étant donné que Killian contrôlait le mandarin. Comme il avait bien rempli son rôle, il ne servait plus à rien. Autant le tuer et s'en attribuer tous les mérites. Le monde entier est reconnaissant des États-Unis et d'Aldrich Killian pour la mise en place de son super sérum. Les pays du monde sont prêts à débourser d'importantes sommes pour obtenir le droit d'utiliser sa solution. Si Ultron n'apparaît pas dans Avengers 2, il y a quelques éléments importants à noter tout de même. Le sceptre de Loki, et donc par extension la gemme de l'esprit, se trouve sur Asgard. Pietro Maximoff est encore en vie, Hulk reste avec les Avengers, et le désastre de la Sokovie n'a pas eu lieu. A noter qu'en parallèle, Killian a réussi à faire fortune en exportant son super sérum dans le monde entier et contrôle le président américain d'une main ferme. Non, rien d'intéressant à notifier, c'est le même film. Fort de sa super solution, le gouvernement de Rodriguez ne veut plus avoir affaire aux Avengers. Il est persuadé avec Killian qu'ils peuvent se débarrasser d'eux et assurer la protection de la population eux-mêmes grâce à la société AIM et ses super soldats. Une théorie qui se tient aux yeux du monde entier, car il n'avait pas eu besoin des Avengers pour venir à bout du mandarin et récupérer l'armure d'Iron Patriot. Armure qui est d'ailleurs désormais portée par Eric. Se croyant pouvoir agir de façon autonome, les États veulent gouvernementaliser les Avengers, de sorte à ce qu'ils soient sous les ordres et la juridiction de la Constitution internationale. Mais surtout sous son contrôle. Killian sait que les Avengers représentent un trop gros danger à son pouvoir, et à l'hégémonie qu'il veut imposer au monde entier. Il est en quête d'un moyen de les faire mourir à petit feu. C'est ainsi qu'il arrive à convaincre la scène internationale de faire signer un traité aux Avengers. Le traité des accords de New York. Celui-ci stipule que les Avengers et leurs actions ont par le passé entraîné énormément de dégâts, et qu'ils doivent donc être régis sous l'autorité de la Constitution internationale. La plupart des Avengers ne sont pas d'accord. Captain America en tête de liste. Les gouvernements peuvent s'avalir et se corrompre, mais pas les Avengers. Ils ne doivent donc pas dépendre d'eux. Bruce Banner et Black Widow ne sont pas, eux, du même avis. Ils comprennent les réclamations des instances internationales et sont favorables à ce traité. Cependant, Captain America et les autres n'en démordent pas, et ne souhaitent pas apposer leur signature sur ce traité. A la place, Captain America repart à la recherche de Bucky, son ami d'enfance, qu'il sait encore en vie grâce aux événements de Captain America 2. Captain America finit par retrouver son ami, beaucoup plus raisonné que lors de leur dernière rencontre. Il demande à Bucky de rester avec lui et de le rejoindre. Aldrich Killian se frotte les mains devant cette opportunité. Il a un moyen de faire pression sur les Avengers et c'est ce qu'il fait. Killian s'indigne auprès du grand public de la rencontre et l'entente entre les deux hommes. Les Avengers ne veulent pas signer les accords de New York et sont maintenant repérés en compagnie du soldat de l'hiver, un dangereux terroriste opérant pour Hydra. Ils ne trouvent pas ça normal et soulèvent l'opinion publique contre les Avengers. Banner et Black Widow sont d'accord pour coopérer avec le gouvernement et tirer la situation au clair. Il ne s'agit que d'un malentendu, ils sont pour calmer les relations. Des soldats d'AIM, menés par Eric avec l'armure d'Iron Patriot, et en compagnie de Banner et Black Widow, se rendent au QG des Avengers pour leur demander de se rendre et de se laisser diriger par le gouvernement, le temps qu'une enquête soit effectuée sur leur compte. La rencontre dégénère. Les Avengers refusent de se rendre devant un coup monté. Les soldats de l'AIM reçoivent donc l'ordre d'arrêter à tout prix les Avengers renégats et se mettent à les attaquer. Le combat commence entre super-héros et soldats augmentés. Si les Avengers mettent un point d'honneur à ne tuer personne, l'on ne peut pas en dire autant des soldats de l'AIM qui ne font preuve d'aucune pitié. Captain America couvre du mieux qu'il peut les Avengers pendant qu'il monte à bord du Quinjet pour s'échapper. Malheureusement, il finit par se faire assommer. Au cours de la bataille, l'armure d'Iron Patriot s'est sérieusement faite endommager et est envoyée en réparation chez Stark Industries. Captain America est fait prisonnier et les Avengers sont recherchés partout dans le monde en tant qu'ennemis publics numéro 1. Et c'est la fin de cette première partie sur Iron Man. On se retrouve dans 2 semaines pour la deuxième partie. Mais sur ce, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitch, sur Discord, sur Twitter. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Salut!